La mesure de réajustement des prix du carburant à la pompe par l'État depuis le 3 février dernier donne lieu à des spéculations diverses. Chacun y va de son interprétation et la polémique enfle autour. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Vous êtes bien sur le canal 317. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2024. Qui dit 11 février dit célébration de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Alors, on va parler notamment du discours du chef de l'État hier, qui notamment a parlé sur plusieurs articulations. Notamment, il a demandé à la jeunesse de s'unir, à la jeunesse de toujours continuer à forger notamment leur autonomisation et puis entre autres de se former avec le plan triennal spécial jeune qui a été mis en exergue. Et également, il a parlé d'import substitution. On va en parler, n'est-ce pas, avec nos analystes qui sont déjà là. On va déjà commencer avec Monsieur Tchatchoua. Bonjour Monsieur Tchatchoua et bienvenue sur Info TV. Bonjour Odile, bonjour à mon copanéliste du jour, bonjour à tous les auditeurs, ou à tous les téléspectateurs de Info TV et particulièrement ceux de la Rétro. Et je voudrais profiter de saisir cette opportunité pour souhaiter une bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes qui sont actuellement amassés devant des places pour pouvoir sacrifier au rituel du défilé du 11 février. Alors, on va parler du discours du chef de l'État. Il y a eu plusieurs articulations, notamment. C'est vrai qu'il a évoqué le fait que nous soyons un continent et puis il a félicité, malgré le fait que les Lions indomptables soient sortis du tournoi, la CAN Total Energy 2023. Il a félicité les Lions et il a dit à un avenir proche, on pourra gagner avec plus de discipline. Alors, selon vous, quel a été le fait le plus marquant dans ce discours du chef de l'État? Oui, bon, j'ai saisi le bon parler de la CAN. Je crois que c'était même l'un de ses propos d'entrée. Il a parlé de la CAN. Bon, il faut savoir perdre. Et je crois qu'il a pris un peu à contre-pied certains Camerounais qui n'ont pas du tout digéré la défaite, qui sont mis à brocader, que ce soit sur Samuel Eto'o, le président de la fédération, ou alors sur Alexandre Son, le coach. Je crois qu'il faut tirer les leçons. Rigobert, autant pour moi. Merci. Il faut tirer les leçons. Et il a dit, on va voir cette affaire. J'espère bien que pour une fois, on va faire le bilan de cette CAN et on va prendre des mesures qui s'imposent pour que l'équipe puisse être reconstruite, comme a dit le coach, l'actuel coach. Je ne sais pas si le coach sortant ou c'est l'actuel coach. On n'a pas parce que vous vous souvenez, que ce soit après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, que ce soit la Coupe du Monde après le Brésil, on a toujours fait des discours, mais il n'y a jamais eu de véritable bilan. J'ose croire que cette fois-ci, comme le chef d'État en a parlé lui-même personnellement, il va véritablement instruire ou alors donner des hautes instructions au ministre des tutelles pour que des décisions soient prises, pour qu'il y ait vraiment une véritable reconstruction soit mise en place avec des techniciens qui sont vraiment à la hauteur de notre équipe nationale. Donc en dehors de ça, je ne sais pas si il faut embrayer sur autre sujet. Bien sûr, bien entendu. Discours. Il a parlé aussi de ces Camerounais qui vont chercher l'Eldorado ailleurs. Bon, c'est ce que j'ai trouvé un peu contradictoire. Hein. Il a félicité Ngannou, le grand boxeur, qui a une prestation très honorable à la boxe anglaise. Il n'y a pas... et qui déjà va combattre le 8 mars déjà prochain. Voilà. Pour son prochain combat. Mais il ne faut pas oublier que Ngannou était parti par le désert. Il avait voyagé et c'est quand il a voyagé qu'il a obtenu ces résultats-là. Parce que de l'autre côté, on a dit, vous partez.
vous les jeunes, vous êtes en train de partir chercher les dollars. Pourtant, d'autres personnes viennent chercher leur Eduardo ici. Je veux dire, il faudrait que le gouvernement, ou alors le chef d'État, le gouvernement soit conséquent. Parce que quand vous voyez la situation actuelle, un jeune qui veut entreprendre, il n'y a pas d'électricité. Je pense, j'ai un voisin au quartier qui a fait une toute petite unité de boulangerie et on coupe le courant pratiquement 3-4 fois par jour. Qu'est-ce qu'il va produire? Imaginez comment on coupe le courant, qu'il y a de la farine dans le pétrole, ou bien qu'il y ait des produits de pain en fermentation qui s'empruntent au four. Ce sont des pertes énormes. Maintenant, le gars s'est battu, il a acheté un petit groupe pour pouvoir pallier aux coupures du courant par Eneo. Mais voilà, le carburant aussi augmente. Vous voyez, c'est vraiment très difficile de pouvoir, pour les jeunes, de pouvoir entreprendre dans des conditions actuelles. Donc, je voudrais interpeller le gouvernement pour que, comme ils ont dit que des mesures d'accompagnement sont en train d'être prises, de voir d'abord ce problème d'énergie. Parce que tout ce que les jeunes entreprennent aujourd'hui, nous sommes à l'heure des TIC et beaucoup travaillent seulement avec l'ordinateur. Il n'y a pas d'énergie. On fait quoi pour que l'ordinateur fonctionne? Il faut que le laptop fonctionne. Même ceux qui travaillent à partir de leur téléphone ont besoin d'énergie pour charger le téléphone. Donc je crois que le gouvernement doit être conséquent avec ce discours et prendre des mesures véritablement fortes pour que au moins le problème d'énergie soit résolu. Parce que vous voyez, le problème d'énergie à la base de tous les autres problèmes que les jeunes peuvent rencontrer dans l'entrepreneuriat. Alors, on va maintenant accueillir Monsieur Gadje Eric, qui est enseignant et également syndicaliste. Alors, nous avons le chef de l'État qui a demandé de lui faire confiance avec des nouvelles mesures qui vont être prises, notamment concernant la jeunesse, la formation, l'emploi. Et beaucoup de ministères et peut-être d'administrations sont mis en partie. Qu'avez-vous retenu, n'est-ce pas, de ce discours du chef de l'État à l'entame de cette fête de la jeunesse? Déjà, le chef de l'État a insisté sur l'éducation et il a dit, je cite, l'éducation occupe depuis plusieurs années les premiers plans en termes de budget. Ça veut dire que les pouvoirs publics investissent beaucoup dans la formation des jeunes Camerounais. Mais alors, à quoi sert cette formation? C'est la question que je me suis posée après ce passage. Les jeunes ont des formations, oui. On a une jeunesse très intellectuelle aujourd'hui, mais est-ce que ces jeunes-là sont réellement utilisés au niveau des compétences qu'ils ont et du potentiel qu'ils ont? Moi, je dirais non. Parce qu'on a des problèmes dans nos entreprises publiques et autres parapubliques du fait qu'on a des personnes qui ne sont pas assez compétentes. Pourtant, de l'autre côté, on a formé assez de jeunes. J'ai apprécié la mesure de faire passer le prix de la formation dans les centres d'excellence de 500 000 à 50 000. Ouais. C'est une grande mesure, c'est une mesure forte. Parce que nous, enfants de parents pauvres, nous allons avoir la possibilité aujourd'hui d'aussi accéder à des équipements de haut de volt, puisque j'ai eu à visiter le centre d'excellence de Sarmélima et de Douala. Vraiment, c'est de la pure et haute technologie. Et ce n'était pas donné à n'importe qui d'accéder à ces centres de formation. L'autre pan, c'est aussi l'ouverture officielle, parce qu'il a officialisé, du centre de formation des formateurs, développement des programmes, qui est situé en face de l'imprimerie nationale. C'est construit depuis belle lurette, mais on se demandait à quoi ça sert. Le président de la République ayant fait cette annonce hier, nous espérons que nous, enseignants, nous formateurs, ça nous sera bénéfique pour pouvoir développer nos compétences. Il a aussi dit que le Cameroun est basé sur nous, la jeunesse, puisque je suis jeune. Le Cameroun est basé aujourd'hui sur la jeunesse, c'est-à-dire nous représentons le présent, nous représentons l'avenir. Il va donc falloir qu'il nous donne assez de responsabilités pour que nous puissions porter le Cameroun vers cet avenir radieux qu'on promet au Cameroun. Parce que ça ne va pas, les jeunes chôment, ça ne va pas, les jeunes ont besoin de manger, ça ne va pas, il y a l'augmentation des prix du carburant et autres. En fait, ça va dans tous les sens. Donc, le discours du président, pour moi, c'est un discours fondé de plein d'espoir. Mais maintenant, nous voulons que ça suive, que ce ne soit pas simplement des paroles politiciennes, mais que qu'on ait des actes concrets. Nous, la jeunesse aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entendre des discours, nous voulons des actes. Et j'ose croire, comme il a dit, il nous fait confiance. Et nous aussi, on lui a assez fait confiance. Et on espère encore lui faire confiance dans la mesure où il va mettre vraiment en application toutes les promesses dont il a dictées. Il a parlé du plan triennal qui a généré
plus de 1000 emplois. Oui, c'est vérifiable. Mais est-ce que ça a profité à toute la jeunesse? Est-ce que les mécanismes d'octroi de ces financements ont respecté les canaux? Donc, il va falloir un suivi dans tous ces différents paramètres. Il a parlé de l'impôt substitution. Oui, le plan triennal intégré d'impôt substitution. Oui. Voilà. Il va falloir vraiment qu'on repense pour rectifier les erreurs qu'il y a eu au niveau du plan triennal spécial jeune. Donc, de manière sommaire, c'est ce que j'ai retenu du discours du chef de l'État. C'est un discours plein d'espoir pour la jeunesse, mais la jeunesse s'interroge, la jeunesse qui est autour de moi s'interroge, est-ce que ce n'est pas un discours de trop? Et la jeunesse qui veut immigrer, il a parlé de voyage. Pourquoi justement, les jeunes voyagent parce qu'ils partent chercher fortune ailleurs. Parce qu'étant chez eux, ils sont comme des clandestins dans leur propre pays. Donc aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus être une jeunesse clandestine dans son pays. La jeunesse veut agir, la jeunesse veut passer au premier plan. Et pour être au premier plan, c'est d'avoir l'accompagnement, avoir de l'électricité, avoir de l'eau, avoir accès aux soins de santé. En fait, tous ces éléments de base pour qu'on puisse se sentir à l'aise. Voilà, nous allons donc prendre je voudrais, vous permettez de rebondir au propos de mon copanéliste là. Oui, parlant des budgets dans les centres de formation qui est passé de 500 000 à 50 000, ça c'est une action assez louable. Mais nous espérons que ça n'a pas devenir cette affaire d'école publique gratuite qui est devenu plus payant qu'avant. Parce qu'on avait le chef d'avant. Il s'agit des centres d'excellence. Oui, à l'école, le chef d'avant annoncé que l'école publique est gratuite. Mais allez-y dans les écoles publiques, vous me direz si c'est effectivement gratuit. Les gens ont trouvé des mesures de contournement pour faire payer des frais au point où c'est plus cher, qu'avant la gratuité. Avant la gratuité. Donc j'espère que ce ne sera pas ressembler à ça. Mais parlons de l'immigration. Je voudrais dire une chose. Il n'y a pas d'emploi. Ou alors l'emploi ira au Cameroun. Actuellement, prenons les ingénieurs. J'ai fait quelques statistiques, c'est vrai que de façon empirique, le Cameroun met sur le marché pas moins de 1000 ingénieurs polytechniciens par an. Je dis 1000. Mais est-ce qu'il y a 1000 emplois pour ingénieurs polytechniciens qui se créent? Bon, je ne crois pas. Vous voyez un peu. Maintenant, et quand ceux qui ont la chance de trouver des petits emplois dans des petites structures, ils touchent combien? 100 000, 150 000. Vous êtes d'accord avec moi qu'un jeune comme ça, si la possibilité de partir, il va partir. Maintenant, prenons ceux qui font médecine. Quand vous avez un enfant à Banganté, fait à l'UDM, sans publicité bien entendu, quand il fait 7 ans, quand vous calculez et les frais de scolarité, et les frais de chambre, et tout ce qui est avec, vous êtes pratiquement à 20 millions pour 7 ans de formation, en espérant que l'enfant n'aura repris aucune classe. Alors, à la sortie, s'il a la chance d'être reçu au concours d'intégration à la fonction publique, il va aller toucher il va chercher dans les 250 000 par mois, aller construire la grille des salaires. Maintenant, s'il est recruté dans un centre de santé, vous voyez, puis il est parti au quartier là, il va toucher 50, 40, 70 000 tout au plus. Maintenant, s'il est dans une structure catholique, il va être dans les 100, 150 000. Alors, entre nous, est-ce qu'un jeune comme ça ne doit pas réfléchir facilement qu'il doit partir? Donc je crois qu'il faut revoir ces conditions-là. Peut-être ça va déterminer les jeunes à rester sur place. D'accord, le pays, le Cameroun, quand même, c'est un pays multiculturel et puis plein de richesses. On espère qu'aujourd'hui, les jeunes pourront s'en sortir avec le discours du chef de l'État. Et également, on a parlé d'institution, ça veut dire mettre en avant les productions locales, c'est-à-dire le Made in Cameroun également aussi. Donc, créer des entreprises qui génèrent aussi des emplois. Je peux, sans faute, Oui, là, en tant mon propos, j'ai dit, les jeunes sont prêts à entreprendre, mais il faut qu'il y ait les conditions, que les conditions soient réunies pour que l'entrepreneuriat puisse marcher. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut de l'énergie, il faut de l'eau. Il faut que si les jeunes, laissons seulement sur ces deux-là, est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui où nous sommes à l'ère du numérique sans énergie électrique? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut... je pense, vous-même, vous êtes victime. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous m'avez chambré en disant que... Mais hier, on a eu la lumière toute la journée. Il n'y a pas eu de Covid d'énergie hier. Non, il est tout à fait possible qu'on passe des journées sans lumière. Or, avant, on coupe au moins 3 fois dans la journée et même dans la nuit. Pourtant, on a inauguré, on a beaucoup de barrages, que ce soit Memvelé, Nartigal. On attend toujours de voir l'impact de ces barrages-là sur l'énergie. Donc, je pense que il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs. Donner de l'énergie, donner les moyens. Et je crois que les jeunes n'entendent que ça pour pouvoir entreprendre, pour se rejeter dans cette affaire d'import substitution. D'accord. Nous allons prendre maintenant notre part de ce discours également qui concerne la jeunesse et puis qui concerne même la société. Prix du carburant à la pompe, les contours du réajustement. C'est un reportage de Karine Okomo.
La mesure de réajustement des prix du carburant à la pompe par l'État depuis le 3 février dernier donne lieu à des spéculations diverses. Chacun y va de son interprétation et la polémique enfle autour du sujet. C'est pourquoi 6 membres du gouvernement, dont le ministre du Commerce, étaient face à la presse ce 6 février 2024 afin de rassurer les Camerounais. D'emblée, Luc Magloire Mbarga à Tongana s'inscrit en faux contre ces spéculations autour de la mesure instruite par le chef de l'État Paul Biya. Je voudrais tordre véritablement le cou à une certaine rumeur qu'on tend à distiller malicieusement auprès de l'opinion, en prétendant que, au travers de cette mesure salutaire pour l'économie nationale, de réajustement des prix des carburants à la pompe, c'est un abandon de l'État, c'est un abandon des populations par l'État. C'est archi faux. Il s'agit juste de ramener à une proportion raisonnable au niveau des subventions et non de supprimer des subventions. On va à l'opinion des rumeurs, des fausses informations pour des buts que je qualifierais de diversion. S'agissant du réajustement des prix en lui-même, le ministre du Commerce revient sur les produits exempts de cette mesure, mais aussi sur les quotes-parts supportées par l'État en soutien au pouvoir d'achat des populations en général. Le gaz domestique, cela a été relevé, ne fait pas partie du champ des produits dont les prix sont réajustés. Le prix du gaz domestique, de la bouteille de gaz domestique, une bouteille de 12,5 kg, demeure à 6 500 francs, la bouteille de 12,5 kg. Sur chaque bouteille que nous payons à 6 500 francs, l'État ajoute 4 713 francs. Vous voyez, dans nos ménages, souvent on ne le sait pas. On achète le gaz, on ne sait pas quel État a contribué. Le pétrole en pan, le chef d'État a décidé d'exclure également le pétrole en pan du réajustement des prix en maintenant le litre de pétrole à 350 francs. Cela correspond là aussi pour chaque litre de pétrole qui est acheté, cela correspond à une subvention de l'État, une quote-part de l'État de 293 francs. Face à cette mesure imposée de l'extérieur, le ministre du Commerce appelle à la responsabilité de tous, mais aussi à se tourner vers les voies du futur, notamment la culture du cacao camerounais, dont le prix du kilogramme atteint la barre de 2700 francs CFA pour un boom record de l'ordre de 150%. C'est aussi notre responsabilité en tant qu'homme politique d'entraîner, d'expliquer et de donner des raisons d'espérer. Le prix du cacao du Cameroun a connu une hausse de l'ordre de 150%, 15% des produits pétroliers, le cacao 150% en moyenne, avec une barre de 2700 francs par kilogramme. C'est un record mondial, c'est un record historique. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne dit pas aux populations? Pourquoi on n'entraîne pas les populations vers ces voies-là, les voies du futur? Rappelons que la mesure de réajustement des prix du carburant à la pompe renvoie à un allègement de la charge des subventions supportées par l'État à l'effet de favoriser la poursuite des activités de la vie économique et sociale du pays. Le réajustement du prix du carburant à la pompe a été mieux expliqué, n'est-ce pas, en février, il y a quelques jours, n'est-ce pas, au ministère de la Communication, avec plusieurs garants du ministère, notamment le ministre des Finances, le ministre du Commerce, entre autres. Il a parlé notamment de ramener le niveau des subventions et des quotes-parts supportées par l'État. Tout à l'heure, on a évoqué la quote-part du gaz domestique qui va de 4 513 francs CFA supportée par l'État
CFA et du pétrole à 293 francs CFA supportés par l'État. Alors ici, les Camerounais ont besoin de savoir, Monsieur Tchatchoua, elles sont certes supportées par l'État, mais pourquoi aujourd'hui on se pose toujours la question à savoir, est-ce que ces subventions, ces prix qui sont supportés par l'État pourraient convenir au Camerounais, peut-être le Camerounais lambda moyen par rapport à son revenu? Bon, déjà, avec votre permission, Odile, je voudrais dire bonjour et bonne fête de la jeunesse à Nana Baturikado qui nous regarde présentement quelque part dans la République. Maintenant, pour revenir à votre question, ça ne peut pas convenir. On aimerait bien que l'État fasse davantage. Vous voyez, déjà, j'aurais bien voulu, vous voyez, on a ajouté le carburant, ou alors, en même temps qu'on est en train d'expliquer les raisons pour lesquelles on devait légèrement augmenter, comme j'emprunte les propos du ministre et même du chef d'État, le prix du carburant, c'est en même temps qu'on expliquait. Alors, je pose la question, pourquoi n'avoir pas fait avant? Je crois que s'il y avait eu une véritable communication avant, c'est vrai, le chef d'État l'avait annoncé dans son discours du 31 décembre qu'il y aura un léger réajustement de ces prix. On l'attendait, ça c'est vrai. Mais je crois que entre l'annonce du chef d'État au 31 décembre et ce jour-là où on a augmenté effectivement, ce jour de février, je pense que le gouvernement a eu tout le temps de communiquer dessus. Moi, je crois que quelque part, le gouvernement a un peu fauté à ce niveau. Il doit dû prendre le temps de communiquer, de mieux expliquer le bien fondé de cette mesure-là. Même si quelques expressions c'est un peu lourd pour nos porte-monnaie. Maintenant, est-ce qu'en laissant le prix du gaz à 6500 ou du pétrole en pas à 400, je sais pas, c'est 400 poussières là, ça peut pas nous arranger? Vous voyez que même si on mettait à 6000, même à moins de 5, vous voyez que quand c'était moins de 6000, on s'en sortait facilement. Donc, je veux dire, on s'en sort pas, mais on essaie d'être compréhensif. Mais on se dit, il va falloir que l'État trouve effectivement les moyens des mesures d'accompagnement vraiment conséquents. C'est vrai, on nous a dit, on contrôle les prix de transport. Est-ce que vous savez, quand vous prenez le taxi aujourd'hui, de façon officielle, on n'a pas vendu le prix de taxi. Mais quand vous ne le proposez pas, les gars ne vous prennent pas. Hein. Le gars ne vous prend pas. Quand vous donnez votre destination, il dit combien? Vous dites c'est 300, il dit non, 400. Vous ne payez pas 400, il s'en va. Donc, d'une façon ou d'une autre, les prix ont déjà augmenté dans les taxis particulièrement. Je sais, bon, pour les gars du car qui font les lignes, ils sont encore à 250 francs pour la ligne que je connais un peu, la ligne de Mendon, j'ai eu à prendre le car il y a 2 ou 3 jours. Ils n'ont pas augmenté. Mais dans les taxis, les prix ont effectivement augmenté. Donc je crois qu'il est temps que le gouvernement trouve les possibilités d'implémenter les mesures d'accompagnement pour ces taximans là, parce que quand on vous dit on a augmenté le prix du carburant et qu'il doit continuer à verser la même recette, à payer les mêmes impôts, le gars de façon insidieuse augmente automatiquement le prix. Donc je crois que c'est là où, et vous êtes d'accord avec moi que quand le prix du transport augmente, il y a incidence sur tous les autres produits qu'on a sur le marché, que ce soit le panier ménager va en souffrir, parce que le gars qui payait peut-être 50 francs pour le transport d'un sac de riz, on lui demande maintenant 100 francs, automatiquement il va implémenter ça dans le prix du kilo. Donc on pense il fallait faire cette explication bien longtemps avant l'augmentation, implémenter les mesures d'accompagnement bien longtemps avant l'augmentation du prix. Je crois qu'à ce niveau-là, le gouvernement n'a pas vraiment joué son rôle. Si on avait fait ça avant, je crois peut-être que la pilule aurait été moins amère au niveau du panier d'aménagement ou bien des cabinets tout court. Oui, alors Eric Gadjeu, là, on voit le ministre, n'est-ce pas, du Commerce qui essaie de détailler notamment les quotes-parts supportées par l'État. Et également, c'est vrai que tout à l'heure, on vous a vu sourire lorsqu'il a évoqué l'agriculture avec le prix du cacao à 2700 francs. Est-ce que ça vous intéresse ça de faire du cacao et également aussi parler du prix du carburant, du réajustement du prix du carburant à la pompe? Oui, Odile, déjà pour le cacao, j'ai pris la ferme résolution de m'engager dans ce secteur-là d'ici peu de temps. Puisque ça fait rêver de vendre le cacao à 2700 quand je sais que mon grand-père a vendu le cacao à 600 francs. Donc c'est un peu encourageant. Bon, maintenant, revenons à l'augmentation des prix du carburant. Moi j'ai un problème. Je parle souvent de la coordination des actions. Je pense on sait que l'augmentation est conséquente avec des partenaires au niveau du FMI et autres. Ce n'est pas un bon vouloir du gouvernement, c'est la pression extérieure, nous sommes d'accord. Mais pourquoi n'avoir pas pensé au même moment où on pensait à réajuster les prix du carburant, n'avoir pas pensé aux solutions pour directement, le jour où on est en train d'augmenter, directement on donne des solutions qui vont apporter
des solutions qui vont apporter de manière concrète de l'aide à la population. Parce qu'on ne le dit pas de manière officielle, mais ça impacte profondément l'économie. Parce que le grand frère Tchatchon a parlé tout à l'heure du prix des taxis qui a augmenté de manière stratégique. Officiellement, ce n'est pas augmenté, mais les taximans ont dit à cette stratégie-là. Je ne vous parle pas des denrées sur le marché, puisque le transporteur qui va chercher le plantain en Gomza ne va plus, la commerçante ne va plus revendre le plantain au même prix, puisque celui qui transporte. J'ai eu le témoignage d'un camarade, je pense c'est hier, qui me disait quelque part à l'ouest, le transport, il payait 600 francs pour arriver chez lui. Quand il arrive à Banjoun, il payait 600 francs pour arriver au village. C'est passé à 1000 francs. Tu ne veux pas... Non, mais il y a une note du gouvernement où le chef de l'État a demandé de remettre les prix... Nous sommes d'accord, là-bas c'est de manière officielle. Là-bas c'est pour ça que je parlais des discours politiciens. C'est officiel, c'est ce qu'on dit, c'est l'embellie là. Mais maintenant, la réalité sur le terrain, nous ne sommes pas là pour vivre dans les réseaux sociaux autres. Nous sommes là sur la réalité sur le terrain. Ils peuvent descendre, faire le constat comme une personne lambda. Ils s'habillent simplement et puis pas emprunter le véhicule dans ce secteur-là. Donc, ça impacte profondément l'économie et par conséquent, ça relève le niveau de vie. Et les citoyens qui n'en peuvent plus souffrent. Donc aujourd'hui, nous, on pense que le gouvernement peut faire mieux pour apporter vraiment des solutions. Ça veut dire faire une subvention directe aux travailleurs. Par exemple, ça veut dire, si tu as 15 enfants, on voit comment on va réajuster en fonction de chaque travailleur. Ce sont les mesures possibles pour apporter... un peu comme les allocations familiales. Voilà. En quelque sorte. Voilà. L'augmentation du salaire minimum, c'est passé dernièrement à 60 000. Pourquoi ne pas le relever encore plus au niveau des travailleurs? Et aussi, maintenant, on doit soutenir les entreprises. Des appuis financiers aux entreprises, ou bien revoir les taxes sur les produits pétroliers et autres. Je pense, entre autres, ce sont des mesures qui vont aider la population. La population ne va pas ressentir cette augmentation. Et puis chacun va essayer de faire avec, on va manager avec, comme on dit souvent au quartier. Donc, le gouvernement est peut-être dos mûr face à cette augmentation, mais il va falloir qu'en interne, nous puissions avoir des mécanismes pour contrôler que l'inflation ne soit pas de manière dure pour le bas peuple que nous sommes. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je peux dire de ce problème de carburant. De l'ajustement du prix du carburant à la pompe. Alors, on va maintenant passer dans le social avec ce reportage concernant les malvoyants. Les apprenants non-voyants prêts à l'emploi. C'est un reportage de Thomas Dakenji. Une trentaine d'apprenants non-voyants reçoivent ce jeudi 8 février 2024 leurs attestations de fin de formation en informatique. C'est le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, CEJAC, qui sert de cadre à la cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, et bien d'autres invités. Je voudrais dire qu'à côté de cette action de la nous allons mettre en place aussi un processus qui va nous permettre que le CEJAC fasse partie des institutions partenaires de notre cher district. Après la phase protocolaire ponctuée par plusieurs allocutions, suit la remise des parchemins aux apprenants qui pendant 2 jours ont reçu la formation dispensée par les professionnels du Centre d'excellence technologique Paul Biya d'Onkolanga dans le département de la Mofouya-Famba, région du centre. Dans le cadre de l'inclusion sociale, j'ai organisé cette formation qui ne va pas s'arrêter. Vous avez vu que j'ai également pris l'initiative d'équiper donc les centres multimédia des aveugles de la ville de Yaoundé, dont désormais ils auront donc les ordinateurs dans leur centre multimédia pour continuer donc cette formation-là. Cette formation qui leur donne des notions de base au TIC arrive à point nommé pour les non-voyants de l'arrondissement de Yaoundé 4e département du Mfundi. Que nous voulons exprimer notre profonde gratitude à Mami Yanga pour cette belle initiative qui coïncide avec la célébration de
la fête de la jeunesse. Alors Mamie Yanga a bien voulu renforcer, n'est-ce pas, le centre multimédia inclusif qui nous avait déjà été offert il y a quelques années par le gouvernement camerounais. Vous savez que les analphabètes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, sont ceux qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. La cérémonie riche en sons et couleurs tient en haleine tous les invités présents à la salle des conférences du CEJAC. Occasion pour le MINJEC de passer un message aux récipiendaires. À vous, chers jeunes bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage des enseignements et du matériel qui vient de vous être gratifié. Continuez de travailler en considérant qu'en dépit du handicap, le rêve de devenir des jeunes autonomes et des acteurs de développement de notre pays est possible. Il suffit d'y croire. La cérémonie s'achève par une photo de famille. Les malvoyants dotés, n'est-ce pas, d'outils informatiques dans les TIC, notamment d'ordinateurs, pouvant les aider à apprendre et peut-être créer un emploi avec l'autonomisation des jeunes. Cette école inclusive se trouve à Yaoundé. Alors, M. Tchatchouan, vous qui êtes dans l'enseignement et puis professeur des écoles normales, voilà, aujourd'hui, on retrouve ces jeunes qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, utilisent l'outil informatique. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'électricité, le manque d'électricité, mais néanmoins, l'informatique, le numérique est indéniable aujourd'hui au Cameroun, on peut le dire même en Afrique. Alors avec ce don, que pensez-vous, n'est-ce pas, de ces malvoyants et peut-être enfants autistes entre autres qui ont reçu ce don? Est-ce que ça pourrait réellement les servir? Bon, je voudrais déjà dire qu'il n'y a pas très longtemps, quelques années, où le gouvernement comme est vraiment passé à l'éducation inclusive, c'est-à-dire cette éducation qui prend en compte tout le monde, c'est-à-dire les enfants qui ont un handicap, que ce soit les non-voyants, les malentendants, les autistes et autres, et les autres dits réguliers, je ne veux pas dire normaux, les autres enfants dits réguliers. Je crois que cette action rentre dans ce cadre-là. Je crois que l'honorable Françoise Pouéné, Mamie Yanga, fait bien de doter ces jeunes non-voyants-là des outils et même de cette formation. Maintenant, il faudrait peut-être généraliser ça. Vous voyez, et je dois vous dire, c'est pas parce qu'on est non-voyant ou bien qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire certaines choses. Je dois vous rappeler, actuellement, à l'école normale sur Yaoundé, il y a un non-voyant qui est prof, qui est enseignant, docteur, je crois, Serge Adiémé, que je connais un peu. Il est non-voyant, mais il est enseignant, je crois, au département, c'est pas si de psychologie ou d'histoire, je ne sais plus trop. Donc, vous dites que quand ces gens-là sont bien accompagnés, quel soit le type de handicap, ça devrait aller. Mais maintenant, vous revenez sur le problème d'énergie. C'est pas parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils sont non-voyants, malvoyants, qu'ils n'ont pas besoin d'énergie. Ils ont certainement besoin d'énergie pour faire fonctionner ces ordinateurs qu'ils ont reçus. Même si la batterie a une certaine autonomie, après ça doit se décharger un peu comme les téléphones. Donc je crois qu'il faut louer cette action de l'honorable Françoise Pouéné, mais il ne faut pas que ça s'arrête à Yaoundé 4, parce que là on a dit c'est une trentaine de jeunes non-voyants de Yaoundé 4. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il faudrait peut-être qu'elle a dit qu'elle a diffusé les ordinateurs dans tout Yaoundé, qu'elle sorte un peu de Yaoundé aussi. Elle n'est pas sénatrice de Yaoundé seulement. Oui, elle sort souvent, elle va beaucoup à l'ouest, à Barenda, elle va à l'extrême nord également. Et surtout aussi que les autres élus du peuple, que ce soit les sénateurs ou les députés ou les conseillers régionaux, suivent ce bel exemple de Mamie Nyanga pour pouvoir aider pas seulement les personnes qui ont un handicap, mais toute la jeunesse camerounaise pour pouvoir justement faire dans l'entrepreneuriat en espérant que le problème d'énergie sera résolu dans un délai assez court. Alors, Eric Gadieu, ça vous concerne également, vous êtes enseignant également. On parle d'école inclusive avec les dons d'ordinateurs, notamment au CIJAC et puis à Meyo qui assoit 9 ordinateurs dans chacune des écoles. Également, elle a dit elle va continuer
continuer ce grand geste, ce don dans plusieurs arrondissements pour aider également ceux qui n'ont peut-être pas accès à l'outil informatique qui aujourd'hui semble incontournable, notamment dans le numérique, l'économie numérique, il faut le rappeler, et également dans la création d'emplois. Selon vous, aujourd'hui, avec cette formation, est-ce qu'il faille forcément que ce soit les élus ou bien locaux qui fassent des dons ou bien le gouvernement? Certes, il y avait le ministre de la Jeunesse et puis le représentant résident de l'IAI qui était présent, qui a signé justement une convention tripartite entre l'école CIJAC, l'IAI et puis François Pounet avec sa fondation. Est-ce que seulement, il faudrait surtout que, toujours que ce soit des sénateurs ou des personnalités publiques qui viennent toujours faire des dons, pourquoi ce n'est pas automatique? Déjà, nous devons comprendre que nous sommes dans un pays où il y a des règles et des normes. Et le gouvernement en fait déjà aussi. Peut-être ce n'est pas assez, mais nous avons le centre des handicapés des Tourbés qui s'occupe des personnes dans ces situations-là, malvoyants et bien d'autres. Nous avons plusieurs sur l'étendue du territoire. Certes, c'est insuffisant, mais c'est déjà là. Aussi, nous encourageons les initiatives des personnes privées, à l'occurrence le sénateur François Pounet d'Imami Nyanga, qui ne cesse depuis plusieurs années de former les jeunes. Et aujourd'hui, elle a changé de couche, une couche vulnérable. Les personnes malvoyantes, je profite de l'occasion pour saluer le docteur Coco Bertin, qui se bat tant bien que mal à donner de la voix pour ces personnes en difficulté, qui ont perdu un des sens. Non, ce n'est pas un péché qu'une personne privée décide de faire un don à la place du gouvernement. C'est l'accompagnement, c'est un partenariat entre le privé et le public. Nous avons plusieurs élites qui le font. Peut-être ils ne font pas avec les médias, mais ça existe dans les pays. Nous avons vu à l'extrême nord le très honorable Cavaillé Djibril qui le fait. Nous avons partout, dans toutes les régions. Salmana, voilà, nous en avons. Mais maintenant, moi je suis toujours sur l'accompagnement de cette jeunesse. Après avoir reçu ces ordinateurs, à quoi ça va servir? Est-ce que ces ordinateurs vont servir pour qu'ils puissent générer de l'argent et avoir un emploi? Qui s'auto-emploie. C'est ça mon problème. Parce que c'est bien beau de remettre l'ordinateur. Si on me remet l'ordinateur et que j'aille déposer cet ordinateur à la maison, à quoi ça aurait servi de me former? Donc il va falloir, au-delà de la formation, il faut un suivi. Et vous voyez que ce sont des personnes qui ont déjà un handicap. Il va falloir un suivi particulier. Parce que ce n'est pas facile lorsqu'on parle d'un enfant qui atteint de la trisomie 21, qui est autiste, comme on le dit bien, il ne peut pas se comporter comme un enfant dit normal. Donc, il va falloir un suivi pour que vraiment ce don ait son sens. Que ça ne reste pas seulement dans les belles images, les grands reportages, mais que ça impacte dans la société. Ça a toujours été mon problème. Mon problème, c'est l'impact de tous les actes que nous posons dans la société. Que ça puisse avancer notre pays vers l'émergence 2035 si cher au chef de l'État. Voilà, nous allons maintenant entrer en plein dans la semaine de la jeunesse avec ce reportage. Semaine de la jeunesse, le Minjek à Nanga et Boko. C'est un reportage de Minja. Comme une lueur d'espoir, deux centres multifonctionnels des CMJC se graissent désormais au milieu des filles et fils des localités de Megekom et Minta. Le principal message, c'est d'abord celui lié au thème de célébration de cette onzaine de la jeunesse, à savoir jeunesse, substitution et patriotisme et économique pour le progrès du Cameroun, qui est en réalité un appel du chef de l'État à la jeunesse de se mobiliser dans le chantier de politique impose-substitution. L'inauguration de ces bâtisses se déroule conjointement au cours du lancement de la onzaine de la 58e édition de la fête de la jeunesse. 7 arrondissements sont représentés et reçoivent des appuis financiers. En matière de maturation des projets et je pense que c'est un nouveau départ pour la jeunesse de cette localité. Une satisfaction pour les autorités locales. Nous sommes appelés à développer notre pays et les jeunes occupent une place de choix dans cette mission-là. Et donc, les jeunes doivent définitivement comprendre qu'ils sont le fer de lance de la nation et
ils doivent donc travailler, ils doivent produire afin que les Camerounais puissent consommer local. Certains jeunes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique reçoivent des attestations, mais aussi des appuis financiers qui font gonfler l'enveloppe à 400 millions de francs CFA. Qui se soucie bien d'elle, qui pense à elle. Ça, c'est le premier message que doit envoyer la jeunesse. Et le second message, c'est qu'il ne faut pas que les jeunes se découragent, qui se laissent emporter par le défaitisme, qui se laissent emporter par des vents idéologiques, qui les desservent totalement, que les jeunes fassent confiance au gouvernement. Les jeunes de ces localités sont d'ores et déjà en... Le lancement de la onzaine qui a débuté à la onzaine de la jeunesse qui a débuté à Nanga et Boko avec le ministre de la jeunesse qui a offert des appuis et puis des parchemins entre autres avec la carte biométrique jeune, il faut le rappeler. Cette carte donne accès à plusieurs avantages et puis notamment même formation. Alors on va commencer par vous, monsieur Tchatchoua. Aujourd'hui on parle de la jeunesse, cette jeunesse engagée qui veut quelque part s'autonomiser, pas forcément travailler dans l'administration mais pouvoir aujourd'hui générer de l'emploi, de l'argent, car on sait aujourd'hui que c'est l'import-substitution qui fait développer plusieurs grandes puissances. Aujourd'hui, le Cameroun est entré, n'est-ce pas, dans cette mesure où la jeunesse aujourd'hui devrait s'auto-employer et, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, une dynamique où on trouverait des jeunes aujourd'hui qui pourraient, n'est-ce pas, créer des entreprises et pouvoir générer plusieurs emplois et apporter un plus dans l'économie du Cameroun. Moi, je crois que les jeunes Camerounais étaient toujours très dynamiques et très entreprenants. C'est souvent les conditions dans lesquelles on se trouve, on réalise ça qui font que les jeunes se découragent. Vous voyez, on a lancé la séminaire en anglais beaucoup. Il y a certainement un thème, grande opportunité, participation. L'année dernière, on a parlé d'entrepreneuriat. Mais j'aimerais dire que quand le ministre de la Jeunesse arrive sur le terrain, avant de lancer la nouvelle édition, qu'il fasse le bilan de l'édition passée. Qu'il dise, voilà, le thème c'était... C'est ça, monsieur Tchatchoua, c'est déjà fait, hein, c'est fait. À chaque fois qu'il fait des discours, il fait toujours le bilan. Bon, voilà. Nous, on veut du concret. Quelles sont les statistiques? Il faut les statistiques. Nous, on veut du concret. Oui, il faut vous informer parce que certaines informations n'arrivent pas chez vous. Mais j'accepte au plus qu'il y a évolution. Maintenant, quand on parlait d'impôt substitution, les jeunes veulent bien. Tout à l'heure, mon copalis, monsieur Ngadi disait, il est tenté par l'agriculture, par la culture du cacao, qui plus de 2700 francs le kilogramme. Où sont les terres? Depuis on a la réforme foncière. Vous voyez, avec tous les problèmes de terre que nous avons aujourd'hui au Cameroun, où il y a les spoliations, où il y a les doubles ventes, où les gens sont chassés dans certaines régions parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le droit de voter acquis les terres, où il y a des multiples titres fonciers sur les mêmes parcelles de terrain. Est-ce qu'on a la garantie que si un jeune veut... Il y a des villages pionniers qui ont été créés, On a connu Konjo à l'époque. Oui. Et s'il y en a d'autres actuellement, bien sûr, il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais, il faut commencer par là. Moi, je pense qu'au lieu peut-être de mettre à disposition des jeunes une brouette, une pelle, une machette, une pioche, pourquoi ne pas lui donner une terre et un espace pour pouvoir pratiquer de l'agriculture. Moi, je crois que c'est des actions qui vont porter. Parce que vous voyez, on a financé des jeunes pour faire des salons de coiffure. On a financé des jeunes pour faire, je ne sais pas quoi, pour faire un moulin à écraser le maïs, les vivres frais et secs. 2-3 ans après, on n'a plus de traces. Peut-être que si on lui avait donné des briques de formation, lui donner un espace pour cultiver soit du plantain, bref, les vivres frais en général, je crois que peut-être à ce moment-là, on pourrait vraiment atteindre cet objectif de l'impôt substitution. Parce que pour moi, on parle beaucoup, voilà le cacao qui est une grosse opportunité. Mais jusqu'à présent, quel acte a-t-on posé pour pouvoir intéresser le jeune, pour donner l'opportunité, tout ce qu'il faut aux jeunes pour pouvoir cultiver. Voilà le riz camerounais qui est très prisé. C'est pas juste qu'on dit, le riz camerounais, on ne le trouve pas sur le marché camerounais parce qu'il est rare, parce qu'on n'arrive pas à cultiver. Pourquoi ne pas mettre à disposition des jeunes des espaces et les intrants nécessaires pour pouvoir faire cette culture-là? Moi, je crois que depuis la nuit des temps, le Cameroun a un potentiel pour pouvoir cultiver. Aujourd'hui, on parle même de continent, parce qu'on dit que c'est une Afrique en miniature. On a évolué vers le continent. Et chez l'État, dans son discours, si c'est approprié cette expression, c'est vrai, c'était un peu ironique, des continents-là. Moi, je crois qu'on a tout pour réussir. Il suffit tout simplement qu'on revoie notre système de gouvernance, qu'on revienne peut-être au plan quinquennal, qu'on dise que bon voilà, on va faire ici, on va, et qu'on le fasse effectivement, qu'on ne s'arrête pas seulement au thème, au discours, et après, après ça, on va se retrouver en février 2025 pour un autre lancement, et puis on n'aura pas véritablement des résultats concrets
de ce qu'on s'était promis de faire en cette année. Moi, je crois que les jeunes sont dynamiques, les gens ont envie de créer, d'investir. Les jeunes n'ont même pas envie de partir. Je crois que aussi monsieur Ngadela, ça s'il veut pas partir. Si nous sommes là, si nous sommes tous là, quand même assez vieux pour penser si nous sommes tous là, on croit en ce pays. On pense que si les conditions sont réunies, on peut faire beaucoup de choses. Alors, Eric Gadjo, je vous renvoie la balle. Voilà, on parle d'un post-institution, le lancement de la 11e de la jeunesse qui s'est déroulé à Nanga Ibuko avec des jeunes qui ont reçu des enveloppes de subventions, entre autres du matériel. Aujourd'hui, certes, votre copanéliste a évoqué le problème peut-être de terre et de semences pour lancer certaines cultures. Il a évoqué la riziculture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse a encore ce besoin, ce manque d'être accompagnée, ou bien quelque part la stratégie qui est peut-être apportée par le ministère de la Jeunesse semble pour certains ne pas être adéquate? Je vais le dire aujourd'hui. Au Cameroun, on pense bien les projets, mais au moment d'implémenter ces projets, on ne les implémente pas. Pour la petite histoire, vous avez parlé de village pionnier. Dans mon village, on avait sélectionné 10 jeunes. Parmi ces 10 jeunes, mon nom y figure. J'ai encore la liste chez moi, où le chef du village avait cédé une parcelle pour créer un village pionnier. Là, nous sommes en 2017. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Ce village pionnier n'a jamais vu le jour. Je le dis à mon vision, mais j'ai des preuves. Et ce n'est pas le seul. Dans l'arrondissement, il y a plusieurs villages pionniers qui n'ont jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que le ministre, il prend des décisions, il implémente, mais des fonctionnaires décident de s'asseoir sur les projets des jeunes. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du suivi, de contrôle. On ne prend pas seulement les décisions politiques, on s'arrête. Non, on descend. On peut voir. Le ministre a fait des dons, là. Je peux vous garantir, peut-être en anglais, beaucoup, ça va arriver aux bénéficiaires. Ailleurs, ça n'arrive pas. Le ministre de la Jeunesse a pourtant l'habitude de faire de nombreux descentes dans toutes les 10 régions du Cameroun. Il le fait quand il descend, chaque semaine. Le ministre descend. Quand il descend, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ministre a les yeux sur le terrain? Non, je ne pense pas. Parce que ce qui se passe, la jeunesse vit. Si la jeunesse criera de bol aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des initiatives. C'est parce que ces initiatives-là n'arrivent pas. Tout le monde ne peut pas être agriculteur. Certains vont être des coiffeurs parce qu'on a besoin de se coiffer. Certains vont être des boulangers parce qu'on a besoin de manger du pain. Certains vont être des couturiers parce qu'on a besoin de se vêtir, etc. pour occuper l'espace économique du pays. Mais maintenant, l'accompagnement dans chaque secteur ne suit pas. Il y a tellement de soubassements derrière ces projets. Beaucoup de jeunes pleurent. Certains jeunes signent, mais n'obtiennent jamais. Et quand ils vont vouloir se plaindre, on va dire, ils parlent trop. C'est pourquoi ces gens se retrouvent plus tard avec le téléphone pour faire des commentaires sur Facebook, à faire des révoltes et autres. Donc, moi je dis ceci, je suis d'accord, je suis heureux des projets, je suis même très fier des projets. Ça veut dire qu'on pense à la jeunesse, mais il va falloir qu'on aille jusqu'au bout, qu'on donne ce qu'il faut à chaque jeune. Le doyen a parlé du riz. Dans l'arrondissement de Tonga, c'est un vaste secteur de culture de riz. Mais combien de jeunes sont accompagnés dans ce secteur, dans cet arrondissement? L'arrondissement de Makenene et bien d'autres arrondissements, Andop, par exemple. Donc, il va falloir qu'on sorte des discours et qu'on aille sur le terrain, implémenter et contrôler que certains fonctionnaires, ça devient plus, ne reste plus les chasses gardées de certains fonctionnaires. Parce que certains fonctionnaires qu'on nomme, qui sont dans les délégations, etc., ils sont là pour spolier les projets, ils sont détournés. Non, ils volent. Il faut que j'utilise même le terme. Les projets qui sont destinés aux jeunes. Donc il va falloir que le ministre ait des yeux. Il peut recruter des agents secrets parmi les jeunes pour qu'on lui rende compte. Il y a des agents de contrôle, il faut le rappeler, il y a des agents de contrôle. Les choses officielles, là, qu'on cherche des gens qui vont faire le Congo ça au ministre pour dire la vérité au ministre, je le dis officiellement, parce que ça dit, je suis énervé, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la fête de la jeunesse, et quand moi je vois cette jeunesse qui a envie, cette jeunesse qui est tellement dynamique, qui a envie de grandir, mais qu'on ne lui donne pas la possibilité de grandir, il faut dénoncer. Et les jeunes aussi sont complices.
Parce que aller signer, peut-être que tu vas prendre tel montant, tu ne prends pas le montant là, tu es complice. Il faut qu'on dénonce. Si on veut que ce pays change, à chaque fois nous devons dénoncer. D'accord. Alors on va prendre ce sujet, n'est-ce pas, qui d'entrée de jeu a déjà fait quelque part un peu les langues de tous les Camerounais. Alors délestage à répétition, les dégâts sont énormes. C'est un reportage signé Théophile Evodé. Portes fermées, des piles de documents entassés en attente d'être photocopiés ou saisis, des employés regards plongés sur leur téléphone. Voilà le triste cliché du climat qui règne dans plusieurs petites et moyennes entreprises, notamment dans les secrétariats bureautiques dans la ville de Yaoundé, du fait des coupures intempestives d'électricité. La situation est angoissante. Propriétaires et employés sont tous aux abois. On vient le matin pour travailler, on rentre sans travailler parce qu'il n'y a pas l'énergie. Ça nous pénalise beaucoup dans tous les sens. Et après, il faut payer l'impôt, il faut payer ceci. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, je suis fâchée. Je dis ça étant fâchée. Donc on essaie au moins de remédier vraiment à cette situation qui s'empire tous les jours. Vraiment, je suis déçue. Ça revient après 16 heures. C'est vraiment difficile. Nous avons le loyer à payer, nous avons les impôts. C'est vraiment, et les charges même de l'entreprise, le matériel, et puis nous-mêmes, nous partons de loin pour arriver ici tous les matins. C'est vraiment difficile. En fin du mois, Eneo vient laisser peut-être les factures, nous sommes obligés de les payer. N'ayant pas travaillé, ça surcharge un peu le cerveau. Plus grave, certaines familles sont aujourd'hui orphelines de leur chef à cause des délestages, le cas de ce jeune homme. Chaque fois que nous allons faire le scanner, il n'y avait pas d'électricité. Et l'appareil étant très costaud, le groupe électrogène de l'hôpital ne pouvait pas lancer le processus, faire déclencher le processus d'examen. Donc c'est comme ça que nous avons marché du 24 au 26. Et finalement, le 26 à 17h30, quand nous arrivons devant la porte de l'hôpital, le père est décédé là dans le véhicule. Certains responsables des poissonneries ont vidé les congélateurs ou vendu à vil prix du poisson. Les pertes sont énormes. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Globalement, les délestages constituent une épine sous les chaussures des commerçants. Les délestages à répétition laissent à désirer, notamment les populations camerounaises se disent à bout et puis ils attendent, n'est-ce pas, une réaction du gouvernement face à toutes ces pertes. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de plaintes. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, peut-être on va continuer dans ce même sens. Monsieur Tchatchouan, aujourd'hui, on voit des délestages à répétition qui créent, n'est-ce pas, un grand manque à gagner, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, les Camerounais en ont marre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'espère que vous avez fait un dessin de mettre ce reportage sur l'énergie vers la fin de l'émission. Vous voyez que cette affaire d'énergie vient mettre de côté tout ce que nous sommes dit. Parce qu'on parle de la jeunesse, on parle de l'entrepreneur, on parle de l'impôt substitution. Vous voyez que s'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas marcher. Rien ne peut marcher. Vous voyez que tous ces gens qui sont passés dans ce reportage sont des jeunes. Ils viennent le matin, ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Et à la fin du mois, la quittance arrive, les impôts, il faut payer les employés. Vous croyez que la jeunesse peut s'en sortir dans ces conditions-là? Moi, je crois qu'il est plutôt grand temps d'interpeller les pouvoirs publics. Et vous voyez, malheureusement, le président n'a rien dit par rapport à cette situation de l'énergie électrique. Moi, je crois qu'il aurait été bien qu'il nous rassure. Ouais, il a évoqué le 31 décembre. Non, je parle du discours à la jeunesse, on parle des jeunes. Je veux bien souhaiter qu'il rassura les jeunes hier sur les délais pour lesquels l'énergie sera disponible de façon continue. Vous vous souvenez, dans les années 2000, il y a eu une panne à la station de pompage d'eau, de traitement d'eau à Komniada. Je sais pas si oui. Et le chef, ça traînait, c'était encore SNEC, ça traînait. Il a donné 10 jours pour rétablir l'eau à Yaoundé, parce qu'il y avait l'eau nulle part à Yaoundé. Il a fait une sortie pour donner 10 jours au bout de l'époque pour rétablir l'eau à Yaoundé. Au bout de 7 jours, il y avait l'eau. 7 jours, il y avait l'eau. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être ce type de sortie-là, qu'on donne un délai précis à Eneo pour pouvoir, Eneo et tous les autres, EDC et autres, pour pouvoir rétablir l'énergie. Parce que vous voyez, on ne peut pas s'en sortir. Quand vous êtes sorti le matin pour aller chercher pitance et que vous n'avez pas pu travailler, vous faites comment pour faire bouillir la mamie? Ça ne peut pas marcher. Au-delà même de l'entrepreneuriat, il faut d'abord vivre. On ne peut même pas vivre dans ces conditions-là. Donc moi, je crois que ce problème d'énergie conditionne le reste de tout ce qui se passe dans notre pays. Je crois qu'il est grand temps que les gens en charge du secteur d'énergie puissent prendre des dispositions pour que cette affaire soit résolue une fois pour toutes.
Alors, on va terminer par vous, M. Ngadjou. On parle de délestage à répétition. Aujourd'hui, la jeunesse se plaint de ne pouvoir travailler. Et comme on l'a suivi dans le reportage, il y a plusieurs Camerounais qui se plaignent. Il y a même un qui est orphelin aujourd'hui à cause de cette histoire de coupure. Alors, selon vous, à qui reviendrait la faute? Odile, comment tu peux me demander à qui revient la faute? Ben, au gouvernement, bien évidemment. Comment se fait-il qu'on peut être dans un pays qui a autant de potentiel en termes de production énergétique? Je vous ai déjà cité ça ici une fois. Que ce soit sur le plan de l'énergie solaire, on peut avoir des centrales solaires pour être des centrales relais ou bien secours. Hydraulique, on a l'eau coule à profusion partout. On a déjà beaucoup de barrages. Dans le Cameroun. L'énergie éolienne. En fait, c'est un sujet sur lequel je n'aime pas m'attarder parce que j'appelle ça la simple mauvaise foi. Purement et simplement. Pourtant, il y a un gros projet de plus de 90 milliards, le projet Pirect qui va alimenter, n'est-ce pas, toute la zone centrale. Je ne suis pas là sur les projets. Nous, on veut du concret. Aujourd'hui, c'est dimanche. Peut-être c'est pour cette raison que nous sommes à l'émission. Peut-être on ne devait pas avoir d'électricité. Certaines personnes ne devaient pas être en train de nous suivre à la maison. Peut-être parce que c'est dimanche, ils savent que c'est le jour de Dieu qu'ils ont un peu laissé l'électricité. Parce que c'est inadmissible. Tu te lèves le matin, 7 h, c'est déjà parti. Ça revient fait semblant vers 15 h, 15h30, c'est reparti. Tu attends le lendemain. Bon, les enseignants font comment pour préparer les cours? Vous avez parlé d'un jeune qui est orphelin aujourd'hui à cause des bougies, la bougie qui a incendié certainement le domicile. En fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Si ça ne va pas qu'on sanctionne ces derniers et puis on met celui qui est compétent, il y a les jeunes capables de diriger Eneo. Il y a des jeunes capables de diriger Eneo. Il y a des jeunes capables de proposer des solutions où chaque ménage aura au moins un panneau solaire pour avoir de l'énergie de manière permanente. Mais comment donc allons-nous arriver à ça si on ne fait pas confiance à cette jeunesse? Comment nous allons arriver à ça si on ne prend pas conscience? Comment nous arriver à ça si les gens passent le temps à détourner l'argent qui est destiné au projet? Donc, pour moi, on ne devrait pas parler au 21e siècle, en 2024, de délestage. Mais Cameroun, capitale politique, capitale économique, on parle de délestage tous les jours que Dieu a créé. Quel impact sur l'économie, quel impact sur cette jeunesse, puisque nous sommes aujourd'hui le jour de la jeunesse, pourquoi j'insiste. On va avoir des jeunes entrepreneurs, un jeune qui fait dans la poissonnerie, qui n'a pas les moyens de s'acheter un groupe électrogène, même s'il avait les moyens, et le carburant va faire augmenter. S'il fait augmenter 100 francs sur le prix du kilogramme du poisson, on va... Budget du commerce, ça. Voilà. Ou bien, s'il truque la balance, les agents de poids et mesure vont... Donc, il faut penser aussi aux autres. Peut-être les autres ont les moyens de s'acheter du carburant. Les jeunes n'ont pas les moyens de s'acheter du carburant. Quand on essaie de trouver des solutions, quand on n'est plus de l'estat, le Cameroun n'a pas un problème énergétique. Le Cameroun n'a pas de problème en termes d'énergie. Donc, utilisez toutes les sources que vous pouvez. On a dit que c'est le continent. Le président dit que c'est le continent. Moi-même, j'adopte ça aujourd'hui. C'est le continent. Donc, on a tout. Le continent, ça veut dire que tout ce qu'on retrouve ailleurs, il y a ça ici. Donc, pourquoi ne pas utiliser? Donc, quand on nous laisse tranquille, on nous arrête on nous raconte les âneries sur les... Oui, monsieur Tchachoua, avant de partir... Oui, je voudrais quand même dire qu'il faut que Eneo essaye de copier un peu ce qui se passe à Kamouette. Parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, à Kamouette, la situation est un peu plus stabilisée. Je ne dis pas qu'il y a l'eau en continu, mais au moins on a des fréquences, on sait quand même que l'eau vient 3 ou 4 fois par semaine, il y a coupure pour 2 ou 3 jours, on s'organise mieux. Moi, je crois que il faut que Eneo s'inspire un peu de Kamouette. Peut-être on peut ne pas se passer des coupures, mais couper 4-5 fois par jour, c'est pas normal. On nous disait peut-être, voilà le programme de délestage et qu'il soit respecté. Peut-être même ces jeunes-là qui auront des commandes chez... Ils vont s'ajuster. Ceux qui font pas dans la soudure métallique, dans la menuiserie, et ainsi de suite, ils pourront s'ajuster. Donc vous voyez, quand vous avez une commande chez un jeune a une commande, il fait 3, 4 jours, 5 jours
sans énergie, il ne peut pas livrer la commande et il se trouve à la gendarmerie parce qu'il n'a non respect des croyants. Le client pense qu'il a bouffé son argent. Je crois qu'il faudrait qu'il s'en inspire pour pouvoir ajuster le point de coupure si ce n'est pas possible d'avoir les gens. Comme ils disent au moins que voilà comment on va vous rationner l'énergie pour que les jeunes puissent s'organiser pour pouvoir entreprendre. Il faut rappeler que le directeur de Kawata, c'est un jeune Blaise Moussa. Les jeunes peuvent se marier. Voilà. On lui souhaite déjà toutes nos félicitations. Il faut donner la place aux jeunes. Les jeunes peuvent. Voilà, les jeunes peuvent. Alors nous arrivons donc au terme de cette émission, mais on ne va pas partir sans parler de Cannes avec M. Ngadje qui est quand même un féru de football. Alors la finale c'est aujourd'hui Côte d'Ivoire Nigeria. Alors là nous aurons, n'est-ce pas, un duel quand même assez revigorant. Oui, déjà je suis pour la Côte d'Ivoire, tu le sais Odile. Oui. C'est vrai, le Nigeria c'est un poids lourd du football sur le plan africain, mais la Côte avec 3 coupes Cannes déjà qui sont la Côte d'Ivoire nous a enseigné une leçon durant cette Cannes. Partie presque éliminée, repêchée de justesse, elle est arrivée en finale parce qu'il y a eu de la volonté. Et on a un changement de coach. Emers Faé qui est arrivé en quelques jours et qui a pu redonner un peu d'entrain à cette équipe qui était descendante. On a senti la volonté d'abord des joueurs. On a senti tout un peuple mobilisé derrière leur équipe dans les moments difficiles. Et puis aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Donc vivement que ce soit... Il prend le 3e sac. Le camarade de Cyril Dié, la belle famille. Dika, pour soulever le trophée. Voilà. Alors vous, quels sont vos pronostics, monsieur C'est souvent difficile de pronostiquer pour un match de finale. Et comme il a dit, même à l'école, les repêchés sont souvent très forts en classe supérieure. J'aimerais moi aussi bien voir notre belle famille, ce trophée. Sinon, je veux dire, c'était une très belle canne bien animée. Malheureusement, nous sommes sortis assez tôt de cette canne. On va seulement souhaiter que ça se termine comme ça a commencé, dans la fête, dans la joie, et que vivement la prochaine canne au Maroc. Oui, voilà, la 3e place, c'était hier Afrique du Sud qui a, n'est-ce pas, pris la 3e place face à la RDC, les Léopards de la RDC. Alors on aura à la finale les Super Eagles et les Éléphants de Côte d'Ivoire. On souhaite bonne chance à toutes ces 2 équipes et puis que le meilleur gagne et puis passer un bon dimanche. On se dit, on se donne rendez-vous donc à dimanche prochain et puis surtout ne partez pas car à 11h30 nous aurons parfois ici avec ces invités de classe et de taille qui viendront ici débattre et comme il dit souvent croiser le verbe à l'émission Espace Miné. Alors portez-vous bien, on se dit à dimanche prochain et surtout bonne fête de la jeunesse et soyez sages.